Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre, c'est les pales planches. Donc là, nous allons faire une introduction aux pales planches et par la suite, nous allons traiter des exercices. Donc là, j'ai changé un petit peu mon mode de travail. Je vais essayer de faire des vidéos courtes. Comme ça, les gens pourront facilement les regarder. Alors, donc là, le titre c'est Introduction aux pales planches, au calcul des rideaux de pales planches. Et là, nous allons commencer par une présentation des pales planches. Alors, c'est quoi une pale planche? Une pale planche, c'est un profilé métallique. Ok? Alors, quel est le rôle de cette pale planche? Alors, le rôle c'est soutènement, étanchéité, protection, etc. Donc là, je vous présente une photo des pales planches en stock. Donc là, vous avez deux paquets de 5 pales planches. Voici une deuxième photo. C'est la même chose, c'est des pales planches en stock, mais ce n'est pas le même modèle. Là, vous avez le U qui est formé de deux parties, avec une jonction ici. Par contre, dans la photo précédente, vous avez le U qui est formé d'une seule pièce. Donc, vous avez plusieurs types et plusieurs modèles. On passe à la photo suivante. La photo suivante, c'est un autre exemple de soutènement, ok, mais en milieu marin, plutôt en milieu aquatique. Là, quelques termes concernant les pales planches. Donc, nous avons une vue du dessus, avec ici la forme de la pale planche, une forme classique. Cette partie, on l'appelle le ventre. Cette partie, le dos. L'épaulette, c'est le retourné. Et là, la jonction, c'est la serrure. Sinon, les paramètres d'une pale planche sont définis comme ça. B, c'est la largeur de la pale planche. Alors, le H, c'est tout ça. Il représente la hauteur de la pale planche, mais avec un montage en quinconce. Qu'est-ce que c'est qu'un montage en quinconce? Alors, j'ai une pale planche comme ça, et la suivante, je vais la monter dans l'autre sens. Ensuite, la troisième, elle vient comme ça, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle un montage en quinconce. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc, voici les dimensions, les caractéristiques de la pale planche. B, la largeur. H, la hauteur avec un montage en quinconce. T, l'épaisseur du dos. Et S, l'épaisseur de l'épaulette. Un autre exemple d'utilisation des pales planches, mais là en milieu marin. Donc là, nous avons un soutènement plus une étanchéité. Donc là, on travaille au sec grâce aux pales planches. Bien sûr, il y a tout le temps un système de renforcement qu'on appelle le butonnage. La machine qui met en place les pales planches, donc nous avons 2 ou 3 moyens pour mettre en place une pale planche, tout dépend de la nature du sol. Donc ou bien par battage, donc la machine elle va enfoncer mécaniquement la pale planche dans le sol, ou bien par poussage, c'est-à-dire qu'il y a des vérins qui vont pousser la pale planche. Bien sûr, ça tout dépend de la nature du sol. Un autre exemple, donc une vue de face d'un rideau de pale planche avec renforcement par poutre en béton armé. Donc là, juste un petit commentaire. L'étude d'un soutènement par pale planche revient à déterminer deux paramètres essentiels pour la pale planche, à savoir la fiche d'encastrement qui est la partie qui se trouve dans le sol, au-dessous de la fouille, et les caractéristiques géométriques de la pale planche. Mais avant cela, on doit déterminer les conditions auxquelles est soumise la pale planche. Alors, les contraintes, mais avant cela, on doit déterminer les contraintes auxquelles est soumise la pale planche. Ces contraintes sont transmises à la pale planche par le sol. Le sol en général, et là c'est très important, le sol en général se trouve dans un état qu'on dit état de repos. Maintenant, si le sol subit une décompression,
il passe progressivement vers un état d'équilibre limite qu'on appelle la poussée. Par contre, si on pousse le sol, il va passer vers un état d'équilibre limite qui est la butée. Qu'est-ce que c'est que la butée? La butée, c'est la réaction du sol à cette compression. Là, je vais aborder un petit peu le calcul général d'une pale planche. Donc là, j'ai une pale planche simple. Cette pale planche va subir une déformation, la ligne qui est en pointillé, mais ce qu'il faut retenir, et ça c'est très important, le point de rotation, il est au-dessus de la base. La base étant ici, le point de rotation, il est là. À partir de là, on va décrire ce qui se passe au niveau du sol. Donc je vais dire, au-dessus du point O, dans cette partie. De ce côté-là, à droite, le sol, il s'est décomprimé. Donc, il passe progressivement de l'état de repos vers un état de poussée. Donc, on va dire la poussée, elle s'exerce dans cette zone. De l'autre côté, le sol s'est comprimé. Donc, il passe d'un état d'équilibre limite, d'un état d'équilibre élastique vers un état d'équilibre limite de butée. En bas, en dessous de haut, il se passe le contraire, c'est-à-dire de ce côté-là, le sol s'est comprimé, de l'autre, le sol s'est décomprimé. Donc là, nous avons de la butée ici, dans cette zone, et de la poussée dans cette zone. Donc voici un résumé de ce que je viens de dire. À partir de la déformation de la pale planche et de la rotation par rapport à ce point, on définit une zone de décompression, donc la poussée. De l'autre côté, une zone de compression, la butée. Inversement, dans cette zone, nous avons de la compression, donc de la butée, de la décompression, de la poussée. Voici les diagrammes qu'on obtient en général. Donc, une poussée de ce point jusqu'au point de rotation O. Une butée de l'autre côté à partir de ce point qui est le fond de fouille jusqu'au point de rotation. De l'autre côté, c'est le contraire. De la butée ici et de la poussée par là. Bien, on avance encore et on détermine les résultantes de chaque diagramme. Donc nous avons une poussée, une butée, mais là, qu'est-ce qu'on fait avant? On va faire la différence entre le diagramme de butée qui était là et le diagramme de poussée. Donc je reviens à la diapo précédente. Donc je fais ça, moins ça. Et j'obtiens ce résultat. Donc un diagramme rectangulaire et nous avons ce diagramme qui représente la butée moins la poussée. Il aura comme résultante, cette résultante que j'appelle C. Normalement, cette résultante, elle s'applique au milieu de OP. Mais là, nous allons simplifier le problème pour simplifier les calculs et on va l'appliquer non pas au milieu, mais au point O. Donc voici la photo correspondante. Donc je l'applique ici et non au milieu. Pourquoi? Juste pour une simplification des calculs. Bien sûr, nous allons commettre une petite erreur, mais elle est négligeable par rapport à ce que nous allons avoir comme simplification. Donc voici la synthèse. On obtient le diagramme simplifié final dans lequel on a remplacé toutes les contraintes sur la partie au-dessous par une résultante C qu'on nomme ou bien qu'on appelle la contre-butée et qui s'applique normalement au milieu de OP, mais pour simplifier les calculs, on applique cette contre-butée C au point O de rotation. Alors on obtient à la fin un diagramme de poussée d'un côté, un diagramme de butée de l'autre côté et nous avons la contre-butée également. Bien, alors, dans cette situation, on a à résoudre deux inconnus. Lesquels? La fiche F0 et la contre-butée C. Mais nous avons également à notre disposition deux équations de la statique, qui sont somme des forces et somme des moments par rapport à O égale 0.
Mais avant d'avancer, on va marquer une pause et parler de la butée. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas évoqué cet état de contrainte limite. Alors, brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez disposer de cours sur la butée. Je donne directement l'expression. Elle ressemble à l'expression de la poussée. Sigma P, alors le terme P veut dire que le sol il est dans un état passif. Kp gamma, gamma Z, plus Kpq par Q, plus Kpc par C. Ça ressemble exactement à l'expression de la poussée, mais ici vous avez un plus au lieu du moins. Bien. Dans le cas de la pale planche, nous avons des simplifications. Alors la pale planche, le sol de la pale planche, il est horizontal, donc le bêta égale 0. La pale planche est verticale, donc le lambda égale 0. Et nous avons un frottement sol-acier qu'on estime à 2/3 de phi. Dans ce cas, comment on détermine Kp gamma, Kpq, Kpc? Alors, pour Kp gamma, Kpq et Kpc, on utilise ce qu'on appelle les tables de Kakó et Kerizel. Je vous ai exposé un tableau qui va vous permettre de déterminer ces valeurs. Mais on dit les tables de Kakó et Kerizel. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Moi, je vous ai exposé le principal ou bien celui qu'on va utiliser tout le temps. Alors, nous allons apprendre à faire un calcul à partir de ce tableau. J'ai pris un exemple simple. Le cas d'une pale planche avec bêta et lambda égale 0. Avec un phi, le sol, il a un angle de frottement de 25 degrés et on estime le frottement égal. Et là, j'ai marqué moins 2/3 de phi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la poussée, le frottement, il est positif. Mais lorsqu'on a la butée, le frottement, il est négatif. Là, il y a une erreur dans les commentaires. Dans le cas de la poussée, les valeurs de delta sont négatives. C'est pas vrai. C'est dans le cas de la butée, les valeurs de delta sont négatives. Je m'excuse pour cette erreur. Et là, je trouve Kp gamma égale 3,6. Je vais vous donner l'occasion de déterminer cette valeur à partir de ce tableau. Donc, je vais vers la ligne delta sur phi égale moins 2/3. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? La première ligne, c'est les valeurs de Ka gamma. Et la deuxième ligne, c'est les valeurs de Kp gamma. OK? Donc, voici le commentaire. Et là, je vais voir dans cette ligne quelle est la valeur de Kp gamma pour phi égale 25 degrés. Et la voici. Donc, je lis bien 3,61. Maintenant, si je veux déterminer Ka gamma, puisque je vais déterminer la poussée également, je ne vais pas prendre cette ligne. Je vais prendre delta sur phi égale 2/3. Et là, je trouve Ka gamma égale 0,36. Okay? Donc ça, c'est juste un exemple de calcul à partir des tables de Kakó et Kerizel. Bien. Pour les deux autres termes, je vais également donner un aperçu éclair. Alors, pour le Kpq, qu'est-ce qu'on va dire? Que lorsqu'on a une charge, okay, on se place du côté de la sécurité et on néglige cette charge. Donc, on n'a pas lieu de déterminer Kpq. Par contre, pour le coefficient dû à la cohésion Kpc, voici l'expression toute simple. Kpc, c'est 2 fois racine de Kp gamma. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a comme expression de la butée? Sigma P égale Kp gamma, gamma Z, il manque un Z ici, pardon, plus 2 fois racine de Kp gamma par C. Pour la prochaine vidéo, nous allons traiter cet exercice. Donc, je préfère m'arrêter là. Et pour la prochaine fois, je vais commencer par cette photo pour traiter cet exercice. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.